Get Busy saison 4, la saison Ivan Drago. Get Busy saison 4 avec un premier épisode Expandables, avec celui qui plie parallèle sur pantalon en tergal, col roulé qui gratte et reste sur le côté. Cher, comment ça va? Très bien, bonjour monsieur. Et un invité qu'on ne devrait pas présenter, mais on va le faire quand même. À jamais le premier. Voilà comment on pourrait résumer notre invité sans que plane au-dessus de sa tête le moindre soupçon. Premier album de rap français autoproduit, c'est lui. Premier maxi de rap français, il est dessus. Première compile de rap français, il est encore là. Premier album de rap français sur une major, il est toujours là. Car oui, notre invité vient d'une époque où tout était à découvrir et donc à construire, et il ne s'est pas privé de le faire. Collectionneur maladif de disques, musicien, beatmaker, producteur, appelle-le comme tu veux, mais c'est dans le costume de DJ qu'il a acquis trophée et renommée. Dans ses championnats où plus craint que Blake Carrington, celle-là je vous laisse la faire chez vous, sa présence et ses victoires récurrentes en ont découragé plus d'un au point que, comme Omar Sharif au casino, il a fallu l'interdire d'entrer pour que la compétition ait encore un peu de goût. Déclencheur de vocation en tout genre, l'histoire de notre invité est aussi faite de courte échelle. D'abord sur son scooter pour entrer sur un terrain vague qui allait devenir un lieu mythique du hip-hop en France, mais aussi sur les ondes où NTM, Assassin, les Little, Solar, Minister Hammer et tellement d'autres ont perdu leur virginité radiophonique grâce à notre invité et à son binôme Lionel D. Courte échelle encore, il en initiera certains à la composition et au maniement du sample. Courte échelle toujours, c'est par son biais que d'autres laisseront une trace dans le sillon. Présent aux commandes de ses propres albums qui sort régulièrement et où défile une armée d'invités, notre invité ne rechigne jamais à empoigner le micro pour parler horlogerie, pour parler qu'il ne faut surtout pas le prendre pour un con ou pour s'adresser au mouvement, dans un morceau où d'ailleurs il qualifiait Get Busy de magazine numéro 1 du Move, sorte de publi rédactionnel auditif arrangé à coups de liasse enterré dans le jardin. Personne n'est dupe. DJ sans groupe fixe, il appartient à l'histoire, celle du hip-hop, car quand les années, les générations et les tendances passent et que ton nom revient invariablement, c'est que tu es passé au stade de légende vivante, heureusement pour nous. Dans une époque de ténèbres pré-hip-hop, c'est lui qui a amené le feu dans la grotte. Dynasty est l'invité de Get Busy. Merci. Je voulais rajouter SDF aussi, sans discothèque fixe. Et puis, premier graphe sur le Joyeux Noël en 84, sur un métro top to bottom. L'un des premiers taggers, parce que j'ai commencé en 81. Donc on peut et je taguais Speedy Dan One, d'ailleurs, pas on peut d'ores et déjà donner ton numéro à la RATP. C'est ça. D'ailleurs, même comme rappeur, c'était ton premier nom à la radio, Speedy Dan One. Ouais, c'est ça. Avant d'être Dynasty. Ouais. Et justement, je voudrais qu'on revienne à l'avant Dynasty, celui qu'on connaît, l'avant hip-hop. Tu faisais quoi? Quelle est ton introduction, ton rapport à la musique? Mon rapport à la musique, je l'ai eu assez tôt parce que j'ai eu la chance que mes parents, comme à mon grand frère, ils choisissaient un instrument. Alors moi, c'était la guitare, mon grand frère, la flûte traversière. Et comme ils s'occupaient d'un club de jeunes, enfin voilà, ils étaient jeunes eux-mêmes d'ailleurs. Donc c'était le Centre Alpha à Bagneux. Et donc il y avait un gars qui jouait pas mal de la guitare et qui m'a appris les rudiments. Après, je me suis retrouvé à l'église Sainte-Monique à participer aux messes, qui étaient à l'époque les messes modernes avec des nouvelles chansons, Jésus Superstar et tout. Donc voilà, j'avais 8 ans et j'ai commencé, c'était ma première scène. À la Croix de Bois. C'est ça, quasiment, on peut dire ça. Puis vers les gens, donc je jouais surtout du rock, rock, blues. Et puis la soul est arrivée, et puis j'ai essayé de taper la soul, mais c'était difficile parce que les accords sont pas vraiment les mêmes et que personne me les a appris. Puis après, j'ai arrêté d'avoir la foi, on va dire. Donc j'ai arrêté. Contrairement au Philly Winter. C'est ça, tout à fait. Oui. Puis tout ça, ça m'a gonflé dans le sens où, Dieu, j'ai perdu la foi parce que beaucoup de bagarres dans la cité, je me faisais souvent tabasser, j'étais obligé de me défendre rudement et donc je me suis dit, Dieu, il n'a pas le temps de s'occuper de moi, donc moi non plus. Et puis voilà. Puis après, je suis parti de chez mes parents à 16 ans, mais la musique a toujours été profondément ancré. Et déjà, en tant que guitariste, je me suis tout de suite intéressé à là où il y avait de la guitare. Donc, c'est passé par jazz funk, soul funk, et puis je suis tombé amoureux de ces musiques-là. Tout simplement, mais vraiment. Ça a été quoi ton premier choc, Isley Brothers. Isley Brothers. Ouais. C'est le premier disque que tu as acheté? Non, après j'avais acheté des Poppies. Non, rien n'a changé. tout a continué. Yeah. Donc ça, c'était mon premier 45 tours. Non, rien n'a changé.
tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Et puis, dès que j'ai commencé à travailler, donc à 16 ans, j'ai fait des petits boulots, menuisier, un peu de soudure à l'arc, enfin des trucs comme ça. Puis après, j'ai trouvé un boulot de coursier que je préférais parce que ça me laissait... j'avais l'impression d'être beaucoup plus libre. Et ça me permettait de passer à crocodisque entre deux courses où, du coup, tous les jours, je me ramenais 2-3 disques à la maison. Et mon salaire y passait d'ailleurs. Mais je ne savais pas encore que je serais DJ, je ne pensais pas que c'était possible. Et puis le milieu de discothèque, de toute façon, ne m'a jamais trop tenté. Donc là, je réponds à plein de questions. Vous n'avez pas le temps de me les poser, que je vous irai. C'est très bien comme ça. Ouais. Ça nous évite de travailler. Mais justement, et comment tu passes du funk au hip-hop? Comment tu découvres le rap et le hip-hop? Parce que déjà, je considère que c'est une continuité. Hein. Comme le jazz à la soul au funk et le funk au hip-hop. Enfin, parce que tu parlais de la cité, de la Bagneux, la Pierre Plate. La Pierre Plate à Bagneux. Souvent, les mecs qui étaient dans le funk, à l'époque, non, j'étais dans la soul. Dans la soul et le funk, à ce moment-là. Quand ils ont vu arriver le rap, beaucoup regardaient ça avec dédain quand même. Quoi. Carrément, ouais. Ouais, carrément. Mais en fait, déjà, il n'y avait pas trop de problèmes. Il y en a beaucoup qui écoutaient Deep Purple, Led Zeppelin, et qui adoraient James Bond à côté. Donc, il n'y avait pas vraiment de... Et puis, il y avait beaucoup d'Antillais, donc ça jouait Big In aussi. C'est pas là où il y avait un problème avec le hip-hop. Et d'ailleurs, le Centre Alpha, la Pierre Plate à Bagneux, c'est la première... c'est pas une MJC, ça s'appelle... C'est différent, Centre Alpha. Et qui a été peint entièrement, graffé de tous les côtés. C'est le premier endroit que j'ai connu en Ile-de-France qui était graffé à ce point-là, quoi. Mais des belles fresques, hein. En plus c'était beau, personne ne les a taillées, donc c'est resté bien longtemps. Donc je pense qu'à la Pierre Plate, il n'y avait aucun problème entre la funk et le hip-hop. Quand tu as découvert le rap, qu'est-ce qui t'a parlé tout de suite dedans? En dehors du fait que ça parlait déjà. Oui. Alors j'ai découvert le rap déjà à San Francisco, parce que je suis parti là-bas plusieurs fois. Alors tu vas me dire pourquoi San Francisco? Parce que je connaissais des coursiers à vélo et que j'ai invités chez moi. Ils étaient en galère. Je les ai dépannés du bédo, des couchettes. Et pour me remercier, ils m'ont dit tu viens quand tu veux. Et comme j'étais coursier, des fois j'avais des bons plans dans les agences. J'avais une copine dans une agence de voyage. On me dit de rappeler que le bédo n'est pas bon et qu'il ne faut pas en consommer. Oui, ce qui est dans le livre vert d'Africa Bambaataa, bien sûr. Voilà. Mais ce que je conseille à personne, et bien évidemment. Et du coup, je me suis retrouvé chez eux à San Francisco. C'était en quelle année, ça? C'était en 78, ouais. Donc j'avais 18 ans. Sauf qu'ils n'étaient pas là, mais c'était une espèce de communauté, comme le morceau de Maxime Le Forestier, c'est une maison bleue. C'était un peu ambiance comme ça. Parce que c'était plus ambiance hippie qu'ambiance funk, tu veux dire? Oui. Mais d'ailleurs, tout le monde se foutait de ma gueule, là-bas, plus qu'en France, parce que moi, j'aimais la funk. Et ils disaient, mais c'est de la musique de merde, ça, pourquoi t'écoutes ça? Ça vaut rien, regarde les pochettes, c'est ridicule. Est-ce que tu te rappelles quand même du premier morceau de rap, ou vraiment que tu t'es dit, c'est différent de tout ce que j'ai entendu avant? En fait, je me suis acheté un petit poste, un petit stock de cassettes, et il y avait tellement de bonnes radios sur la bande FM là-bas. Il faut se rappeler que c'était avant les radios libres ici. Donc j'ai découvert énormément de choses, du super reggae dub, la salsa extraordinaire, et bien évidemment de la funk sur lequel les gars, c'était en 78, donc un an avant Rapper's Delight, les gars rappaient déjà dessus, ça freestylait. Et c'est comme ça que pour moi c'était de la funk parlée, mais je trouvais ça génial. Et puis après, il est arrivé Rapper's Delight. Étant donné que c'était un truc, toi, tu étais à San Francisco. Mais je faisais des allers-retours. C'était un truc qui se passait aussi plus à New York, quand même, au départ. Comment c'était perçu de l'autre côté, à San Francisco? C'est la même, il y avait des breakers, il y avait des graphes. Disons que moi, je suis témoin d'une chose. J'ai été à San Francisco déjà en 75, avec mon grand-père, qui voulait retrouver un cousin qu'il n'avait pas vu depuis super longtemps. C'était pendant les vacances de Pâques. Et puis, il nous paye le voyage, à mon grand frère et moi. Et on se retrouve à Berkeley,
à San Francisco, déjà, t'as 15 ans, tu te prends une grande claque sur la façon d'être, la façon de vivre, espèce de... autant la pierre, c'était quand même beaucoup de grisaille, on va dire. Et là, tu te retrouves à Berkeley, à San Francisco. On a retrouvé le cousin, et puis on a crapahuté pas mal avec lui dans la ville, et plusieurs fois, au rond-point où il y a le tramway, hein, tu vois. Donc, t'as des grosses stations où t'as un tramway qui arrive de là, un autre de là. Bah, t'avais toujours un gars avec une batterie, un lino, et des mecs qui breakaient. On était en 75, hein. Donc, ça veut dire que il y a certains journalistes qui disent, oui, le passage du hip-hop du Bronx à Manhattan, ouais, le gros truc, merci Blondie, c'est grâce à elle. Le hip-hop a déjà voyagé dans tous les États-Unis, quoi. Le style était le même, quoi. Pour eux, c'était naturel. Donc, on cite la création du hip-hop véritablement en tant que non hip-hop, l'appellation. Mais sinon, avant le hip-hop, il y avait déjà quelque chose qui existait depuis mi-60, c'était le non-stop. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rappeurs qui ne disent pas don't stop hip-hop, ils disent non-stop hip-hop. Pourquoi ? Parce que ça fait référence à ce qui s'était passé avant, quoi. Et donc, à l'époque, c'était DJ Hollywood, Jimmy Spicer, enfin, c'était très babacool comme style. Puis bon, il faisait déjà des blocs parties, il mettait du rhythm and blues, hein, comme les musiques de l'époque, et puis les débuts de la soul, tout ça. En tout cas, voilà, moi, je suis témoin d'avoir vu ça à 15 ans. Et puis après, comme je restais le temps de mon visa, donc 3 mois. Après, je rentrais 3 mois à Paris, je retournais 3 mois. Justement, quand tu reviens en France avec tes cassettes, que tu fais écouter ça à tes proches, et c'est quoi la réaction ? Ils te disent qu'est-ce que tu nous racontes ? Ou tout le monde dit mais c'est de la merde, ton truc, c'est de la funk. Parce que même chez les coursiers, voilà, eux, c'était James Bond, quoi. Et puis la funk, c'était Whisper, Chalamar, et puis rien d'autre, quoi. Donc je les ai perturbés un peu avec tous les trucs que je ramenais, parce que j'ai acheté évidemment beaucoup de disques là-bas, je me suis pas privé. Tous les Isley Brothers, enfin voilà. J'ai creusé le truc, et puis bon, avec tout ce que j'entendais à la radio, des fois ils donnaient les références, enfin la plupart du temps d'ailleurs, en rappant. Donc à force, je parlais de mieux en mieux anglais, donc ça va, j'aurais voulu rester là-bas, mais j'ai bien fait d'être revenu, apparemment. Et justement, quand tu reviens et que tu vois ce truc-là débarquer, entre guillemets, officiellement en France, 82, 83, comment tu perçois ça ? Tu dis, bah, voilà, c'est bon, maintenant, il y a un truc, je suis pas le seul. Ouais, carrément, ouais. Et puis après, il y a la rencontre, par exemple, avec Bad Benny, qui me permet de rentrer sur RDH. Moi, j'avais déjà une petite émission de radio sur Radio Arc-en-Ciel qui s'appelait Funkabilly. C'était un clin d'œil au rockabilly qui était à la mode à l'époque. Et puis j'avais fait un label qui s'appelait Funkzilla, hein, celui qui est sur l'album Panam City Rapide. Donc j'ai toujours bien aimé les jeux de mots comme ça, quoi. Et mais effectivement, les gens avaient évolué aussi. Et puis j'avais quelques amis, dont un qui était coursier avec moi, et son meilleur ami, c'était DJ Boris. DJ Boris, qui était quelqu'un de très important à l'époque, qui lui me dit c'est super parce que je commençais à m'entraîner un peu. Il me dit c'est super, mais faudrait que tu. Comment dire, je lui demande qu'est-ce qui se passe ici, quoi. Où ça en est, qui fait quoi. Donc il me parle de Chabin et il me parle de Sydney. Donc je vais voir Sydney à l'Émeraude. Et j'étais super impressionné parce qu'en fait, en funk soul, il jouait exactement les mêmes choses que j'écoutais à San Francisco et dont j'avais ramené la plupart du temps des disques. Donc c'est Side Effect, les Boppers, Mandrill, des groupes comme ça. Ce qui était différent de la funk façon La Croisière s'amuse ou la funk de camping. Au kilomètre. Ouais, c'est ça, ouais. Qui n'est pas désagréable d'ailleurs. Hein, mais la funk de Solar Record. Ouais, mais bien qu'il y a des tueries. Il y a des trucs très bien aussi. Il y a des trucs très bien. Et puis le côté ensoleillé, un peu mièvre, des fois, un moment de la journée, c'est ça que tu as envie d'écouter, et pas autre chose. Donc oui, Solar Record, tout à fait. Et puis voilà, quoi d'autre, messieurs ? Et là, je voudrais qu'on regarde un clip. Et donc, c'est Grandmaster Mélimel.
Et c'est pas le message, c'est le message 2, Survivor. Ouais. Voilà, et on va en parler Et après. grosse dédicace à Duc Bouty, qui le fait avec lui et qui nous a quittés. On va parler de tout ça. Ouais. Survival. Only the strong can survive. It's called survival. Only the strong can survive. It's called survival. In order to stay alive, it's called survival. Survival, survival, survival. They smile in your face and they talk behind your back. And when you get the story, it's never exact. Some say they're your friends, but they really are not, because they're only out to try and get what you've got. Survival. Only the strong can survive. It's called survival. Only the strong can survive. It's called survival. In order to stay alive, it's called survival. Survival, survival, survival. Donc on vient de voir un super clip de Star Melivelle avec des super habits. Donc en fait, ce message 2, c'est Survivor. Ouais. Et moi, je voulais parler de ce truc-là. Parce que, Message 2, ouais. Le message 2, en fait, qui sonnait un peu plus électro Ouais, carrément, dans l'instru. Et tout à l'heure, tu parlais de ta rencontre avec Bad Benny. Ouais. Et moi, en tant que petit b-boy isolé dans mon truc, c'est vrai que RDH, parce que pour replacer, il y avait toute la vague Sydney, l'émission, tout ça, et après, plus rien, assez vite. Ouais. Et il y a vraiment, déjà, à la même époque, un truc, donc c'était les radios libres, qui étaient encore libres, pour de vrai. Et donc, il y avait une radio qui était... Alors, il y avait Carbone 14 aussi. Ouais, il y avait, sur lequel j'ai été. Hein. Sur lequel tu as été, il y avait aussi Phil Barnet. Ouais. Que j'ai remplacé, Voilà. en fait. Ouais. Et qui rappait aussi, il faut le dire, quoi, tu vois. Et surtout, pour moi, il y avait un truc super important, ça a été RDH. Et l'émission que tu faisais avec Ben. Et cette émission, alors déjà pour la funk, pour le rap, c'est là la première fois que j'ai entendu des textes de rap français un peu sociaux, un peu. Ouais. Ça changeait des gimmicks un peu franglais de Sydney et tout ça. Ouais. Parce que les débuts, les rappeurs français rappaient un peu en anglais, enfin c'était un peu n'importe quoi. On appelait ça du yaourt. Ouais, voilà, du yaourt. Et les premiers que j'ai entendus, les textes vraiment sociaux, très inspirés de ça, c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau-là. Et ce qu'on retrouvera après en même temps sur Panam City Rapping, quoi, tu vois. C'était cet esprit-là, quoi. Et les premiers donc que j'ai entendu rapper vraiment comme ça en français, c'était Ben et toi. Ouais, merci. Ouais. Et donc si tu peux développer autour de ça, comment ça s'est fait RDH, déjà, Ben. tu vois, à force de jouer, on était acharnés des nouveautés, quoi. Donc tous les dimanches, il y avait les derniers trucs qu'on avait chopés dans la semaine. Et puis il y avait beaucoup de social dans le rap américain. Donc un moment avec Bruno, Bad Benny, on s'est dit, franchement, si on veut que le rap s'enracine ici, il faut le faire en français, quoi. Donc, le seul repère qu'on a, c'est Phil Barnet avec le générique de son Salut les émission, qui faisait tout ce que je veux te faire partager, c'est l'amour du funk, F-U-N-K. C'est la seule musique qui te fasse faire des efforts, oui, la seule musique qui fasse bouger ton corps. Puis après, je me rappelle plus la suite. Mais... C'est déjà bien. Ouais, son truc, il était sympa, et du coup, dans son flow, on le trouvait assez nerveux, et c'était pas Chagrin d'amour, quoi. Ni Vacances, j'oublie tout. Enfin, voilà, c'était bien. Je n'ai qu'un besoin, je n'ai qu'une envie, c'est de faire écouter ma musique à tout Paris. Bientôt, tous les jours, c'est pris par le virus. De funk machine, je vous en demanderai plus. Et puis en plus, Ben, comme il était aussi DJ de discothèque comme Phil Barnet, du coup, ils s'étaient déjà rencontrés. Donc le feeling est bien passé. Et puis Phil Barnet nous dit, ouais, allez-y, rappez en français, c'est ça qu'il faut. Donc au départ, pour revenir à Message 2, on faisait des adaptations. Moi, l'adaptation que j'ai faite, c'est Paname, grande ville de rêve, tout à Paris n'est pas ce qu'il paraît. C'est repris de New York, big city of dream, but everything in New York can't look what it seems. Too much, too many people. Et moi, c'est pas du trop. Il y a beaucoup copy-comique, trop c'est de du gens. copy-rappeur. Ouais, c'est ça, ouais. À côté de ça, une fois qu'on a fait ça, on s'est dit on va faire nos textes à nous, et ça nous a lancé, ça nous a permis de trouver des marques, des grains de voix, et puis après on a fait nos textes dont on a entendu beaucoup, quoi. Ouais. C'est à cette époque-là aussi que vous vous connectez avec Lionel D. Alors ouais, Lionel D, ouais, parce que quand je sors ce premier album, alors, ouais, on va le montrer. Qui est donc Panam City Rapping, que tu sors en 84. ouais. Et un album où tu fais plus ou moins tout seul. Enfin, c'est du Ouais, très ouais. gros artisanat, quand même. Ouais, tu sors c'est à ça. Lille, Ouais, ouais.
sais pas si l'enregistrement de Panam City Rapine, ça se fait à la campagne, dans des conditions Ouais, un chez petit un peu, ami, ouais. épiques. Si tu peux nous raconter Un ça. ami qui, je ne sais même pas comment on a fait pour rester en contact, que j'avais rencontré au Guatemala, parce que j'ai fait un petit tour aussi en Amérique du Sud. Ça a duré 8 mois, et j'avais 20 ans à ce moment-là. Et moi, j'avais tout le temps ma guitare avec moi. Ça m'a permis de gagner de l'argent, d'ailleurs, parce que j'allais dans les grands hôtels à chaque capitale, et je leur proposais mes services. Du coup, j'avais les pourboires, je mangeais gratos, et des fois, ils me filaient une piole. Donc, bref. Et je rencontre ce gars, Michel Eskenazi, qui, lui, est dans la piole d'à côté, et moi, je joue de la guitare, donc je joue de la funk. Et puis, lui, il écoute de la funk sur un petit transistor. Du coup, il vient taper à la porte, et puis, voilà, la grande amitié qui a commencé. Et après, en rentrant à Paris, il a fait une école d'ingénieur du son. Il a touché un petit héritage, ce qui lui a permis d'acheter un 8 pistes avec la console qui va avec. Et il me dit, bah écoute, fais des maquettes et dès que t'es prêt, tu viens à la maison. Il y a quand même une grosse ambition derrière tout ça, parce qu'il n'y a aucun album de rap français. Donc ça veut dire que personne ne sait vraiment trop comment ça se fabrique, comment ça se bricole. T'as pas forcément d'expérience de ce qu'est le studio, etc., à construire un album. Il y a comme investir de l'argent là-dedans. Pour carrément sortir un disque, il y a quand même c'est un petit peu saut dans le gouffre quand même. Est-ce que c'est de l'ambition ou de l'inconscience? C'est de l'égocentrisme total. Mêlé d'ambition et d'inconscience. Ouais. Mais pas d'inconséquence, hein, puisque le disque, il a bien existé. Parce qu'on est quand même à l'époque où c'est le Smurf en France, enfin, la vague Smurf qui commence à arriver. Mais par contre, je sais que les petits groupes de rock, punk rock en général, ils se démerdent pour faire leur petit album, qui font des tirages de 500 exemplaires ou 1000 exemplaires, qui les vendent pendant les concerts, et ça fonctionne. Oui, mais là, on est sur un truc différent, c'est-à-dire les groupes, ils jouent ensemble, ils répètent dans le garage, dans la cave, où tu veux. Ouais. Là, je suis vraiment on est sur une musique qui est ouais. un petit peu nouvelle, en tout cas en France, donc c'est pas tout à fait pareil. Et puis bon, tout ce qui était produit en France, c'était PNY, Paris-Moscou, et vraiment, on a eu des horreurs. Hein. PNY, c'était dans le genre. Smurf, un peu pour le public enfantin, plutôt. Ouais. Bah, Smurf, c'est pas un nom qui me déplaisait, puisqu'il y a une phase funk et une phase Smurf sur le disque. Une dédicace à Rachid. Donc l'album, tu le fais en auto-production totale? Ouais, parce que je vois une annonce dans Rock and Folk, dans les dernières pages, qui dit, oui, Cabana Music, faites votre disque pour c'était 10 000 francs. 10 000 francs, pochette, master. 1 500 euros. Compris. C'est ça, ouais. Sauf si tu parles en ancien franc ou en nouveau franc. Là, on va perdre les gens. Alors, 100 000 Ça fait combien en écu? Et donc, je dis à mon patron, tu peux me faire une petite avance, là, faut que je parte, faut que je fasse mon disque. Et c'est vrai que c'était totalement improbable. Hein. Et j'avais fait des maquettes sur un petit 4 pistes à la maison, mais la plupart des morceaux, je les ai faits sur place, inspirés par... alors, comment dire? Donc mon pote me reçoit, je vois le matos qu'il a. Moi, j'avais une TR-808, lui, il avait une drum track, qui est une bonne boîte à rythme. La TR-808, juste pour expliquer aux gens, c'est un peu la boîte à rythme qui a un peu révolutionné le hip-hop à un moment. Ouais. Après, il y en avait d'autres, mais c'est celle qui est la plus connue et dont les trappistes, les trappeurs utilisent toujours les émulations, toujours la même grosse caisse, la même caisse claire, le même clap, etc. Quoi. Et les charlets, c'est que des charlets de TR-808 pour dire la longévité de ce son-là, quoi, qui a révolutionné à l'époque, mais qui continue à perdurer aujourd'hui. Donc oui, la campagne, moi je me dis, bon, j'ai peur de perdre le jus en étant au milieu des champs, tu vois. Oui, si tu parles de la dureté des cités de Paname, ouais, c'est ça, tu vois. Au milieu des vaches, c'est pas évident. J'ai eu peur de perdre quelque chose. Puis en fait, j'étais plus dans le studio que dans les champs. Hein. C'est un album très électro-funk pour expliquer aux gens comment ça sonne à peu près, c'est pas du... Ouais. Mais c'était l'époque, il y a un truc qu'il faut que effectivement, les gens comprennent. L'électro-hip-hop, c'était presque... Ça dominait presque plus que le rap à cette époque-là, pratiquement. Ouais, et puis de toute façon, tous les morceaux et comme rappés... c'était la danse qui dominait le hip-hop en France, à ce moment-là, l'électro-hip-hop, c'était la musique des danseurs. Quoi. Et les rappeurs, de toute façon, les prods étaient électro-funk. En fait, ils appelaient ça space funk, surtout. Ou hip-hop funk, tout simplement. Mais
Electro-funk, ça vient de compilations anglaises qui s'appellent Electro, avec volume 1, 2, 3, 4, etc. Alors ça, c'est compilé. Faudrait replacer quand même ce que c'est, parce que quand nous, on n'était pas comme ça, on ne pouvait pas acheter plein de trucs, on n'était pas là-dedans, mais... Donc on achetait les compiles, parce que c'était... Et c'est vrai que les compiles électro, c'était pour tous les fans de rap à l'époque, c'était un espèce de graal. Super, ouais. Les avoir, on avait tellement de trucs dessus qui étaient dingues, quoi, tu vois. Ouais. C'était super marquant, les compiles électro. Carrément. Pour les gens qui achetaient des disques à l'époque. Moi, j'étais là. Oh, mais ça je l'ai, mais ça je l'ai, ça je l'ai. Mais pour en revenir au disque... Et nous, on a acheté la compile, on disait « Ah, Dynasty, il a passé ça, c'est ce truc de Dynasty. » Et c'est comme ça qu'on les retrouvait tous, on était contents. Pour en revenir au disque, tu le fais toi-même, donc tu composes, etc. Tu le fais presser toi-même. Tu crées Funkzilla Records pour l'occasion. Alors, je ne sais pas si c'est un vrai label ou c'est juste une coquille où tu dis il n'y a rien derrière. Il n'y a rien de vrai. Même Un hommage à Bootzilla ou pas du tout rappeur, hein. Un hommage à Bootzilla ou pas du tout pour Funkzilla Funkzilla, ouais. C'est un hommage à l'album Bootzilla de Bootsy Collins. Ouais, Bootzilla, Godzilla, enfin, tu vois. Et tu le distribues toi-même, tu te débrouilles toi-même aussi pour... Oui. Alors il y a une anecdote, parce qu'il y avait un autre coursier dans le hip-hop, c'était Franck. Ouais. Franck des PCB, Franck le breaker fou, après le scratcher fou. Ouais. Et je crois qu'une fois, tu racontais, tu l'avais croisé, tu l'avais saoulé jusqu'à temps qu'il te l'achète, le disque. Ouais, je crois. J'ai un peu forcé. Ouais. Bah, parce qu'en fait, l'album a eu un accueil très, très timide. Hein. Donc déjà, je m'achète un synthé avec l'avance de mon patron, donc je pars avec le synthé, avec mes cassettes de 4 pistes, et puis ma guitare, ma basse, et puis voilà, on s'y met. Puis les morceaux arrivent les uns derrière les autres. Après, je vais voir Cabana, je leur demande comment ça se passe pour la pochette. Vous vous démerdez, vous amenez un truc, il faut que ça soit de cette taille-là, 1 mètre sur 1 mètre. C'était à base de photocompo, après il réduisait. Je passe une journée avec un Polaroid et je prends des photos de toute ma journée en tant que coursier. Je descends dans le métro, et puis je rêve que plus tard le métro soit tagué comme ce que j'ai pu voir même à San Francisco, et des tags de partout, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il y a plein de petits trucs sur le métro, mais ça n'existait pas encore à l'époque. Pourquoi à ce moment-là, donc tu sors un album de rap où tu rappes sur RDH, pourquoi en fait tu privilégies au bout d'un moment plus ton rôle de DJ que de rappeur? Tu te sens pas assez... parce que faire ton rôle de DJ, tu t'éclates plus... Parce que j'aime pas ma voix. Okay. Et je trouve que j'ai un style de bouffon. Ouais. Non mais vraiment. Hein. Donc si tous les rappeurs avaient eu cette lucidité, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment... Et puis bon, j'ai eu la confirmation que... tu sais, j'avais une voix un peu par rapport au texte, ce que je disais, je trouve que non, ça allait pas. Il fallait pas que je continue à rapper. J'ai continué, hein, de temps en temps. Mais justement, dans ton rôle de DJ, il y a ce truc-là où tu es un peu un précurseur, tu es un premier à collectionner des disques, à voir toutes les nouveautés aussi. Mais très vite, tu acquiers aussi une vraie technique, tu as un DJ technique aussi. Ouais, bah, qu'on entend d'ailleurs sur ce disque. C'est ce qu'on le fond, on parlait un peu avec Crazy B et Faster J. À l'époque, un DJ se devait d'être complet. Ouais. C'est-à-dire, il était capable d'animer en soirée, de faire danser les gens, d'être super technique, de participer à des compétitions. C'est pas comme aujourd'hui où tu as des DJ que de turntablisme, comme ils disent, qu'à la con, je trouve. Mais enfin bon, c'est fantastique ce qu'ils arrivent à faire. Mais je trouve que ça ne parle plus qu'à ces mecs-là. Ils parlent qu'entre eux, quoi. Oui, tout à fait. Alors qu'avant, un DJ, il faisait tout, quoi. Il faisait tout. Il était capable, comme toi, de faire de la radio, d'animer des soirées, de participer aux compétitions comme toi, tu l'as fait. Tout ça, la technique, qu'est-ce qui t'a motivé vraiment à persévérer dans la technique? Alors, il y avait une histoire aussi, tu avais trafiqué un crossfader, t'en avais pas, ça n'existait pas aussi, il y avait pas... Oh, tout ça, t'as bidouillé, le côté artisanal, ça m'a jamais lâché, hein. Je suis un manuel à la base, je suis pas un intellectuel, mais ça n'empêche pas l'autre d'ailleurs. Mais tes références techniques, c'était quoi pour apprendre le scratch, les passe-passe, les machins, tout ça? Bah c'est moi, c'est en écoutant les disques.
et en me disant, donc ça fait ça, je sais avec quel son il a scratché, Mais donc... tu sais, à l'époque, sur les disques, on entendait très... Bon, il y avait des scratchs de DJ, c'est vrai que le DJ, ça existait, les scratchs sur le disque, c'était un truc assez récurrent. Ouais, Mais les ouais. trucs vraiment techniques, tout ça, on n'avait pas vraiment ça sur disque. Avant qu'il y ait le scratch to the funk de Cash Money ou des choses comme ça, il n'y avait pas tellement de références... J'ai eu la chance de voir Grandmaster Flash et les Furious Five au Palace. J'ai vu aussi le New York City Rap Tour, mais tu avais Grand Mixer DST et Bambaataa qui étaient sur leur perchoir. Donc on entendait qu'ils travaillaient, comment ils travaillaient les disques, mais en même temps, ça apprenait rien, quoi. Impossible d'imaginer, surtout quand tu n'as qu'une platine chez toi, comment ils font avec 2 platines. Quand j'étais aux États-Unis, j'étais trop jeune pour aller en club. Donc j'ai jamais pu rentrer dans un club. J'écoutais de l'extérieur, mais je voyais pas comment les gars ils manipulaient, ils faisaient les enchaînements, tout ça. D'autre part, moi, je travaillais que le scratch parce que j'avais qu'une platine, et Bad Benny, lui, il m'a initié le mixage, quoi. Cadrer, raffiner, choisir la texture de ce qu'on va passer. Il m'a tout appris de ce côté-là. Scratcher, ça l'a jamais intéressé, donc j'ai pas pu lui rendre l'appareil. Mais donc je vois Grandmaster Flash et les Furious Five, et là je suis au Palace et je suis sur les balcons. Et je le vois faire les Adventure of Grandmaster Flash on the Wheel of Steel en live. Fait tout en live, il y a pas de, c'est pas de l'air scratch. Et là je comprends le fader, les 2 platines, tac tac tac. Tu comprends tout de suite ou Je comprends tout de suite parce que j'ai fait de la radio aussi. Bon. Donc je sais ce que c'est un fader et tout ça. Non, j'ai vite compris. J'ai vite compris, et puis j'avais un avantage, ce qui me permettait rythmiquement, c'est le fait d'être guitariste. Parce que le mouvement de cette main-là, tu le mets sur le disque ou tu le mets sur les cordes, bah, c'est exactement le même, et rythmiquement ça fait la même chose. Les allers-retours, les tremblés, etc. Du coup, bah, je comprends très vite comment ça fonctionne. Après, bah, avant d'avoir les techniques, j'ai mis très longtemps avant, je crois que c'est en 86, moi je suis acheté une, puis après la deuxième, et c'est comme ça que j'ai pu faire le terrain vague avec ces platines-là, qui ont bien souffert d'ailleurs à l'occasion. Elles étaient toutes neuves, mais elles ont morflé. Le terrain vague, ça commence à quelle année? 86. 86. Août 86. 86. Si on pouvait juste conclure juste avec Panam City Rapping pour que tu nous expliques la non-vie commerciale de cet album, en fait. Oui, parce que c'est vrai qu'on est passé à autre chose. Donc, je récupère mes cartons avec 1000 disques dedans, parce que je suis très aussi inconscient. Donc, au lieu d'en faire 500, j'en fais 1000. Je me dis, bon, bah 1000... de toute façon, le forfait, c'était sur 1000 disques. Oui, d'ailleurs, donc je leur fais la pochette, je colle tous mes Polaroids, je les découpe, hop, je fais comme je travaillais, on avait fait un groupe avec Colt, qui s'appelait à l'époque Popcorn, donc c'est la photo qu'on voit sur le verso. Il me prête cette photo-là, je lui demande de faire un collier Zoulou qui dessine super bien, et puis après je vais voir... Il y a la Fnac Wagram qui m'en prend 10 en dépôt. Hein. Ils les achètent pas. En 1% déjà, c'est bien. C'est pas mal, ouais. Je vais voir Crocodisc qui m'en prennent 20 en dépôt-vente aussi. Là, on est à 3%. Et puis après... De défaite en défaite jusqu'à la victoire. Ouais, c'est ça. Après, je me dis, comme je suis encore à Belleville, il y a les cités, Robéval, tout ça. Je dis, bon, allez, porte à porte. Donc j'ai mon poste à cassette, et puis l'album sous le bras. Et puis, bah, étonnamment, les gens étaient très gentils. Et j'ai dû Demandait de partir sans faire d'histoire. Bien vu. Non, j'ai réussi à en vendre une dizaine comme ça. Ouais. Dont un à Franck, le breaker fou. Ouais, ça c'était... oui, que j'étais énervé. Que je dis, ah tiens, Franck, bouge pas. Mais c'est quoi l'accueil des magasins, en tout sinon, cas je faisais les sorties des Fnac, avec le disque sous le bras, pareil, le poste à cassette, pour essayer de le... dès que je voyais un mec avec une casquette, puis en fait, souvent, je me trompais totalement. Oui, parce qu'en fait, c'était des flics. Les magasins, quand tu démarches des magasins, ça les intéresse, ou ils se disent, non, c'est bon. Non, ça les intéresse pas. Pas du tout. Et puis ils me disent, mais c'est mort ça, de toute façon. Le rap, c'est terminé.
Parce qu'on est en plein creux de la vague hip-hop, Ah oui, qui a oui. été assimilée à ce moment-là à une Et mode en qui plus, durerait pas. on est en plein dans le boycott généralisé, qui a eu de tout, Chant-Disque, Lido Musique. Alors Chandis, c'est quand même culotté, parce que là-bas, justement, Ben, il y travaillait. C'était à Chandis ou à côté sur les... Non, Parce que moi, j'avais été le voir là-bas. Il bossait avec Phil Barnet, à un moment. Oui, De- mais c'était pas Chant-Disque, c'était à Night Record d'Élysée, qui était dans une autre Sur les galerie. Champs-Élysées, dans la galerie Voilà. des Champs-Élysées. Ok. Ouais, non. Alors, là, on va passer à autre chose. C'est Ouais. Donc, tu dis que tu as... T'as vu comment je suis précis sur les C'est trucs. ouf. Comment tu as laissé tomber ta carrière de rappeur. Et on va voir d'autres qui l'ont pris à ce moment-là, en tout cas, c'est Johnny Go et Destroyman. Ouais. Pendant toute la semaine, chacun est dans son élément. Tu travailles, du business, viens en galérant. Tu ne perçois plus de belles choses. La liberté, bonheur. Rejoins-nous sur ce tempo. Et viens te mettre au cœur du peuple de la fête. Choisis sans frayeur. Quelle que soit ta tête, tu capteras la chaleur. Que l'on balance pour toi. Ces paroles sont sincères. Et dis avec quoi? On le balance pour toi. Car notre royaume est grand. Chacun y est roi. Voilà, c'était Johnny Go Day Eh ben, Strongman, c'est on le pochette, balance, hein. ouais, une pochette dessinée par Gaetano Liberator, Ouais. le dessinateur de Rank Xerox, qui a aussi dessiné Super. la pochette de The Man from Utopia de Frank Zappa. D'accord. Voilà. Wow. Et qui a designé le vaisseau spatial d'Objectif Nul. Oui, Eh ben parce voilà. qu'à l'époque où je faisais le docu authentique avec Chabat, il était dans les bureaux à Chabat, un mec super libérateur. Un mec super. Très Run DMC quand même, Destroyman et Johnny Go. Ouais. Bah, pour C'était eux, c'est l'époque leur, 86, c'est Randy MC, de toute façon. Bah, puis eux, ils viennent du rock. Ils viennent, ils viennent du rock. Alors si on en C'est les parle, c'est Black parce que les Panthers, scratchs dessus, ils c'est viennent toi. du rock, et c'était des chasseurs de skin. Oui, je disais si on en parle, c'est parce que, comme je le disais en intro, les scratchs dessus, c'est toi. Ouais. T'étais le DJ de Johnny Go. Oui, un moment, ouais. Un moment. Donc c'est Puis après, mais je leur ai dit, écoutez, c'est pas parce que des DJ, va y en avoir d'autres. D'ailleurs, je suis en train d'en former certains. Donc moi, je le fais en attendant, et puis après, vous trouverez quelqu'un d'autre. Quel DJ t'as formé? Alors, DJ Abdel, Cut un petit peu, David Guetta, T'as formé David Guetta? ouais. Bob Sinclair, pardon. Tu nous en veux pas si on te remercie pas pour ça. Ouais, franchement, j'aurais dû m'abstenir, j'avoue. Il y a des photos à l'arrière de cette pochette Ouais. qui sont prises Au au terrain. terrain vague Au de la terrain vague, Chapelle, ouais. donc, qui est grand moment de la culture hip-hop en France. Carrément. Ouais, Bon, donc la légende dit, l'histoire dit que c'est les BBC qui ont trouvé le terrain. ouais, je pense, c'est Et- vrai. Et toi, comment tu y atterris? Bah, parce que, Comment t'as l'idée d'y ramener les platines? Déjà, c'est Stéphane, c'est Colt qui me fait connaître le terrain, qui était pourtant pas loin de chez moi, parce que moi j'habitais à Riquet à ce moment-là. Mais je vois les murs extérieurs, mais je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Puis comme le mur était assez haut, il fallait quand même, avant qu'il y ait des marches qui soient creusées, c'était pas évident et donc j'y étais avec Stéphane et Webo. Donc on s'appelait les Ugly Three, les trois dégueulasses. Les trois. Promis à la victoire avec un nom comme ça. Ouais, hein, c'est évident. Mais ceci dit, on n'a pas fini sur Panam City Rapping. Je voulais, avant de rentrer sur le terrain vague, parce en 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses, déjà. Et là, on est en train de faire un saut dans le temps que je préférais revenir avant. Et donc comme j'arrive pas à le placer dans les magasins, je me dis, je vais aller voir ceux qui distribuent. Donc, il y a Cleaver, il y a Unidisc et il y a Vogue. Les trois, elles écoutent de façon un peu empathique, tu vois. Genre, le pauvre. Ils me disent, mais monsieur, c'est fini tout ça. C'est terminé. Non, c'est bien, c'est passé, le Smurf, tout ça. Puis non, rap en français, en plus. Voilà. Et tous unanimes. Et ce que je voulais dire aussi, par rapport à ce disque, c'est qu'à ce moment-là, il y a un boycott généralisé donc Chant-Disque, Lido. Il n'y a que Night Record d'Élysée qui en vendait, mais ça commençait à revenir un peu. Et donc, pareil, on disait, mais Chant-Disque, ils me disent, mais non, on n'a plus de disque de rap. Il n'y en a plus, il n'y a plus de prod de toute façon. Pareil, parce que j'essaie de leur caser mon disque.
Et je leur dis, mais pourquoi? Moi, je sais que ça continue, le rap. Je vais à Londres régulièrement, grâce à vous, puisque vous vendez plus de rap. Donc, je suis obligé d'aller chercher mes disques là-bas. Donc, Ferry, Euroline, enfin, tout le bordel. Mais là-bas, c'était le bonheur. Et les magasins, genre Groove Record, qui remplis que de rap, des trucs, des nouveautés, des trucs anciens. Et à Enfin, l'époque, les Anglais, qui étaient quand même plus en avance que nous sur certains Ouais. trucs, ils avaient un gros festival qui s'appelait le UK Fresh. ouais. Parce que on parlait des compiles, comme tu dis, électro, c'était des Anglais qui les faisaient. Ouais. C'était mortel. Et ils avaient un festival de dingue qui s'appelait le UK Fresh. Ouais. Où il y avait toutes les stars du rap américain et tous les stars du break qui se retrouvaient là-bas Ouais. au UK Fresh. Et c'est là aussi où quelqu'un comme Mod2 a pu s'exprimer en graphe. Ils avaient des super breakers, non, ils étaient bien. Et moi, je voulais juste revenir sur Johnny Nego et Destroyman. Quand ça sort, on va dire, c'est... là, ça correspond vraiment au début du rap français, même si avant, il y a tout ce qu'il y a eu avant, vous... à l'époque où Sidney revient sur Radio 7. Il y a la connaissance avec Lionel D aussi. Il y a Moi, Lionel je te D, coupe, effectivement. ouais. Il y a l'émergence des New Generation, de Iron Issue, il y a un peu déjà une deuxième génération en vérité, enfin une Ouais. première, une deuxième. Enfin, c'est un peu dur de situer. Moi, Destroyman, Johnny Go, je les mets direct dans la première. Voilà. Avec Lionel, quoi. Chacun dans leur coin, ils ont inspiré des gens. Lionel, surtout, qui rappait en bas de son immeuble et qui racontait sa journée aux gamins. Comment tu le rencontres d'ailleurs? Alors, je le rencontre parce qu'on va avec Bad Benny à la fête de la musique au Trocadéro. Il y avait Bambata, DST, enfin, c'était une rallonge du New York City Rap Tour. Et puis, il y avait surtout, tout ça a été sponsorisé par Radio 7, donc Sidney était là. Et puis, bon, toujours le même système, hein, les 10 sous le bras, le poste. Et puis, je tombe sur Lionel, il passe à côté, il dit « Ah, c'est du rap, en français, en plus !» Puis là, il écoute l'album, et puis on sympathise avec Bad Benny, et puis on l'invite à venir dans notre émission le dimanche. Alors, il se fait quand même, à l'époque, on n'avait pas peur des transports, il se fait Vitry, Rosny-sous-Bois. Je ne sais même pas comment il est arrivé en bas de la cité, parce que c'était un dernier étage d'une tour de 20 étages à peu près. En plein Rosny-sous-Bois. Et puis, là, je me suis dit, ouais, rapper, peut-être qu'il vaut mieux que je me concentre sur les platines. Apparemment, je suis pour ça, puis je suis tout seul, il n'y a pas de compétition. Et ça se trouve, il y aurait eu d'autres DJ, comme je suis un peu timide et effacé, même si je suis capable de pondre, d'être un petit peu ambitieux. Mais ça m'aurait freiné, puis bon, c'est en tant que DJ, mais ça a été le cas en tant que rappeur, quoi. Alors là, on a l'impression qu'on passe un petit peu du coq à l'âne et tout ça, à parler du terrain, à parler de Lionel, machin. Tout ça se passe en même temps, en fait. Ça, c'est vous qui avez... Ouais, c'est avez notre faute. Tu nous avancé accuses, raison. c'est ça? C'est mal foutu, quoi. T'as Pas raison, c'est de notre faute. Mais, Viens, on le laisse. faut que ça soit chronologiquement parfait, quoi. Tu vois, Calé. calé, quoi. Avant- Enfin, avant- réfléchi, enfin, je sais pas, quoi. Ouais, quand mais même. tu sais, nous, on n'est pas si pro que toi. Avant d'arriver au terrain, ou tout ça, RDH, ça s'arrête. RDH, ça s'arrête parce qu'ils n'ont pas l'autorisation. Oui. Carbone 14, ça s'arrête pour les mêmes raisons. Parce Toutes que les je faisais vraies radios deux. libres, au Ouais. sens où on entend le mot libre, disparaissent de toute façon. C'est ça. Donc voilà, il y a tout ça. Alors moi, il y a une période, donc pour moi, je t'expliquais que RDH avait été très important pour moi. Et après, il y a une autre période à Radio 7 qui était très important en tant qu'auditeur, parce qu'effectivement, après, faut aussi replacer dans le contexte. Tout le monde n'était pas au terrain, tout le monde, et pourtant, il y avait des gens qui étaient passionnés, mais qui habitaient loin, qui n'étaient pas en connexion Ouais. spécialement. Et moi, j'étais un de ceux-là. Et effectivement, après, on se demandait ce qui se passait. Tout le monde disait que c'était mort, tout ça. Et ponctuellement, sur Radio 7, il y a RLP, Robert Lévy-Provençal, et qui décide de t'inviter une fois comme ça, et tu reviens avec des frappes de dingue. Et, De Londres. Exactement, avec des trucs de dingue. Donc c'est la période où on parle où justement déjà le rap est en train déjà un peu de changer, il devient un peu plus musclé, Rude, ouais. plus rude, exactement. Donc c'est un peu la grande ère de Duke Booty à l'époque, qui était pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le mec qui a écrit The Message de Grandmaster Flash, mais Ouais, qui a produit c'est ça, énormément oui. de choses. Ouais. Et qui était un peu Marley Marl avant Marley Marl, si on veut quelque part. Quoi. Du Je pense dans Goutti, l'importance. c'est parallèle. Hein. Ouais. Ouais. Et, Marley donc, Marl était beaucoup plus productif Ouais. que du Goutti. et tu reviens donc à cette époque et entends des frappes. Et je pense que ça marche tellement bien qu'il te fait venir une fois par mois. Après, je Ouais, crois. c'est ça. Ouais. Donc il y a ça. Et justement, pour arriver à cette période, parce qu'après, quand on parle de chronologie, c'est à ce moment-là, à la radio, tu annonces le terrain, ce qui se passe au terrain. Ouais.
Et d'autres choses aussi dont on va parler après. Et tu as le fanzine que tu fais, qui s'appelle Street Kid News, Ouais. qui a été aussi très important pour moi, en tout cas. Voilà. Et là, Merci, c'est génial. Ouais. je voudrais qu'on écoute un son de cette époque que tu avais passé, qui m'avait mis une tarte, c'est Masterdon and Committee, Ouais. Get Off My Tape. Oh là là. Du Gbouti derrière. Ouais. Hey, see you did me wrong, I wanna talk to you. Yes, running in the streets, you know the rent is due. Then took my money to fulfill your head, but if I don't get 302, you're dead. Now, baby, don't wait a minute, hold up. Stop coming out your mouth, girl, enough is enough. You keep talking about the money and throwing it out, but you always come looking for me, that's no doubt. Don't play me out, don't even try to pretend. I'ma get your clothes, baby, spend the night with your friend. Let the door knock, hit you with the dog shit and fit you. If you keep talking back, then my brother will get you. Well, you can throw me out, I was leaving anyway. You made a meatloaf that tasted like clay. When I come in late, I want a home cooked meal, not a hot water sandwich and banana peel. You shouldn't be eating crazy what I've been through. I feel like I'm the keeper at a neighborhood zoo. When I come home for one, sauce is on the floor. Yet the funk is greeting me at my door. Hello, Beverly, come and have a seat. You know what? Garbage truck smell like your feet. Stop screaming and shouting and having a fit. Just stop bugging on me, girl, and get off my tip. Get off, get off, get off, get off my tip. Get off my tip. Get off, get off, get off, get off my tip. Get off my tip. Alors donc j'avais sélectionné un autre son que j'avais découvert aussi quand tu es passé là, c'était les tout premiers Ice-T. Ouais. Il y a Don't Quit et Les Don't The King Quit, of Wax qui ouais. sonnaient super New York, Ouais. avec DJ Unknown à l'époque, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, sur le label Techno Hop. Dab scratching completes the jam. And a rapper on the mic, that's who I am. Professional mic, mechanic standing oh so chill. When it comes to rockin' parties, yes, I'm the pill. I make ladies scream while the hustlers smile. The B-boys do work in the hip-hop style. But the squares won't dance cause they're just all fakes. And they can't understand the commands of the breaks. You don't quit. Donc voilà, moi j'entends ça, je prends une... En fait, c'est le deuxième disque de Ice-T. Ouais. Et Parce qu'il avait fait un disque sur Saturn qui s'appelait The Coldest Rhyme. Ça je savais pas, tu vois. Donc Ouais. j'écoute sur Il date de RZ, 82. j'entends tous ces trucs-là, je crois qu'il y a les premiers Fat Boys aussi, et tous ces trucs-là que tu passes. Donc déjà le rap, vachement plus péchu, et effectivement c'est la période où tout le monde décrète que le hip-hop, un peu enfantin, tout ça, c'est mort. Mais là, il y a le noyau dur, et justement, tout va avec. La musique s'endurcit, les convictions s'endurcissent aussi. Ouais. Et on a tout. Et là, on arrive vraiment dans le pur et dur, enfin, même pas dur, mais dans vraiment le vrai hip-hop, on va dire, donc 86. Ouais. Et donc, tu annonces le terrain, donc tu as les Free Jam au terrain, parce que là, on a perdu le fil. On expliquait comment tu as découvert le terrain, et surtout comment tu as décidé d'y foutre tes platines. Ouais. Et en même temps, tu avais commencé un fanzine qui s'appelait Street Kid News. Et là, ça nous parlait parce que c'était vraiment un truc d'information musicale. Donc déjà, tu avais une partie hip-hop et une partie funk. Et c'est pareil, j'ai sélectionné un son aussi, parce que pour moi, il symbolise cette époque-là. Et on tombe sur des dossiers sur Philadelphie, sur Cutmaster DC, Schoolly D, une interview de Schoolly D, si je me souviens bien. C'est un truc de dingue à l'époque. Et nous, notre référence pour Get Busy, c'était ça. C'est-à-dire, on s'est dit, si on devait faire un truc, on voudrait plus être... pas dire les héritiers parce que nous on a fait autre chose et avec une personnalité aussi, on n'a pas été des... Mais là, c'est la première fois que j'ai eu un truc entre les mains, français, que je me dis, ça me parle, c'est ça que j'aimerais lire et c'est ça que j'aimerais faire. C'est génial que tu l'aies eu. Je sais pas comment tu t'es... Tu sais, à l'époque, franchement, comme tu disais, tu vois, quand tu racontais Lionel qui traversait toute la région parisienne pour aller à Rosny-sous-Bois, quand on a reçu Manuquet, il disait, c'est pareil, DJ Mehdi, il traversait toute la truc pour aller les voir et tout. C'est toujours dur d'expliquer à des gens aujourd'hui que c'est une époque sans téléphone, sans téléphone portable, sans Internet. Et on avait une telle conviction et une telle envie. Dès qu'on entendait qu'il y avait un nouveau graphe de bandeau ou de moto, on était prêt à traverser tout Paris pour prendre une photo avec un petit 24-36 dégueulasse. Mais c'était ça demandait une telle... on avait une telle passion pour ça. Je pense qu'on a réussi tous, dans différents domaines, à différents niveaux, à déplacer des montagnes parce qu'on avait tellement foi en ce truc-là que... Je pense aussi, que voilà. Et donc, le son que je voudrais qu'on écoute, vite fait, c'est Schoolly D, PSK. PSK, we're making that green. People always say, what the hell does that mean? Green for the people who can't understand. How one homeboy became a man.
Dance for the way you scream and shout. One by one, I'm knocking it out. Came for the way my DJ cut. Other MCs, man, you ain't say nothing. Rocking on to the brink of dawn. A bank on one of your time is on. Donc voilà, donc il y a toute cette période où tu reviens sur Radio 7, on t'écoute sur RLP. Alors pour moi, c'est une lueur d'espoir parce que je vois que c'est loin d'être mort et que c'est mortel. Moi donc, tu vois, parce que je peux diffuser les disques, quoi, tu vois. Et donc tu annonces le terrain, donc on cherche le terrain, on le trouve, tu vois. Et il y a tout qui se passe comme ça, quoi. Et là, vraiment, c'est dans le temps, c'est un espace-temps assez réduit. Mais il y a trop de choses qui arrivent d'un coup, quoi, quelque part. C'est parce que ça, tu regardes, c'est sur 1 an, 2 ans, il y a tout qui s'enchaîne. C'est ça, ouais. Radio 7, le machin, après le Globo. Donc, c'est encore beaucoup de sujets de discussion. Mais revenons au terrain. Tu découvres le terrain. Et comment te vient l'idée de faire des jams au terrain ? Déjà, comment j'arrive à Radio 7 ? C'est Colt qui me dit ah, t'as pas écouté la dernière émission il dit qu'on peut envoyer des cassettes et qu'il diffusera les mix ou invitera le DJ. Et puis, donc, je fais ma démo. Et puis, Colt, j'étais toujours coursier, il me dit, viens, on y va. On va lui porter direct. On va pas mettre un timbre. Du coup, je file la cassette à RLP. Lui, tout était déjà prêt. Il mixait pas en direct. Donc, il écoute en régie la cassette. Il me dit, bon, bah, tu reviens dans 15 jours. Et je te laisse 2 heures. Et tous les mois. Donc, je me retrouve avec cette émission invitée par Radio 7, dans son émission More Music Let's Talk, qui était inspirée d'une émission de Kiss FM, le nom, et aussi ce qui jouait d'ailleurs. Et donc, je pars à Londres, Roline, Ferry, et je vais dans mon magasin favori, Groove Record, qui est près de Tottenham Court Road. Et je ramène une trentaine de maxi, et je suis aussi fan de gogo. La gogo, c'est super important à l'époque, quoi. Et à Londres, c'est envahi de gogo. Tu rentres dans les magasins, t'entends de la gogo. Magasin de fringues, hein, par exemple. Alors, excuse-moi, je vais juste expliquer pourquoi. Alors, il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est la gogo. Non. La gogo, c'était le son de Washington. Ouais. De Washington DC. Donc, on dit que le père de la gogo, c'est Chuck Brown. Tout à fait. Et il y avait un groupe, il y avait plusieurs groupes, mais il y a un groupe qui était vraiment prédominant, c'était Trouble Funk. Ouais. Et moi, personnellement, mes meilleurs souvenirs de concert, je crois, de ma vie, c'est Trouble Funk. Et c'était New Morning J'ai vu New Morning, Rex Club et Élysée Montmartre. Wow. Ouais. Et le meilleur, c'était Rex Club. Et à l'époque, c'est vrai, concert de Trouble Funk, tu avais tous les b-boys parisiens. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'au début du hip-hop, on écoutait plein de musiques différentes. Ouais. On écoutait de la funk, on écoutait de l'électro-hip-hop, on écoutait du rap, on écoutait de la gogo musique. Et dans la gogo, ça rappait beaucoup aussi. Exactement. Ça chantait sur les refrains, mais les couplets, c'était rappé en général. D'ailleurs, l'album Drop de Bombe, il sort aussi chez Sugar Hill Records, qui est le label musique, il n'y a pas de du pas de rap. mystère. Et il y a eu aussi un duo entre Trouble Funk et Melly Mel. Ouais. Voilà. Un morceau qui est incroyable. Et incroyable. Ouais. Rappers might be willing, but they ain't able. Cause I was that king straight from my cradle. I screamed and hollered and shook my rattle. And dreamt of defeating them all in battle. There wasn't no food in my silver spoon. So I grew up hard and I grew up soon. I'm a righteous king, but I'm hungry too. And I eat up chumps that rap like you. Donc tu vas à Londres et il y a de la gogo partout et tu ramènes de la gogo aussi. Je ramène de la gogo aussi parce que c'est introuvable. À Paris, il n'y en a pas. Personne s'intéresse, personne, quoi. Et je suis malheureux parce que bac de gogo, t'avais ça avec que des trucs que je connaissais pas, tu vois. Donc bon, Trouble Funk, oui, je connais. Donc allez, une fois que j'ai pris tous les Trouble Funk, mais après il y a Rarescence, il y a EU, bien évidemment, et puis j'ai plus de porn sur moi, donc j'ai dit bon, le mois prochain, mais bon, ça bouge. Mais tout était financé à chaque fois, les voyages et ce que tu achetais là-bas, avec ton argent à toi. Je veux dire, la radio te donnait pas un budget pour dire, voilà, t'as ça pour nous acheter des disques. Non, mais j'étais habitué d'être autonome, ouais. Une vraie passion, ouais, comme tu peux dire, ouais. Et voilà pour ce qui est de Londres. Donc je ramène que des trucs brûlants, cendrés, tout récents sur Paris pour les jouer à Radio 7.
Et ça commence à fédérer des gens. Et de là, il y a le gars qui s'appelle Thierry de la Fnac Montparnasse, qui, on n'arrête pas de lui demander les trucs que je joue. Alors, petite parenthèse, on va lui rendre hommage à ce mec-là, parce que c'est vrai que la Fnac Montparnasse, elle était en avant sur tous les autres. C'est le seul mec qui laissait vraiment de la place au rap. Et c'est d'ailleurs le rendez-vous avec nous des Easy Beast et la Fnac Montparnasse là-bas. Bon, ils ont volé beaucoup de disques là-bas, mais bon. Et en tout cas, c'est vrai que c'était le point de rendez-vous. La Fnac Montparnasse, c'était un des points de convergence, et beaucoup grâce à ce mec-là, Thierry. Alors, des fois avec Thierry, on allait dans le bureau derrière, il me montrait les téléx, et c'est moi qui cochais, en fait. Oui, ça, parce que je les avais déjà ramenés de Londres, donc ça, tu peux en prendre 20, ça 10, ça 15, et on faisait les commandes comme ça. Donc, puis après, c'est resté un pote, Thierry, et notamment aussi son meilleur ami, qui était son colocataire, qui s'appelait Jean Bizello, qui est toujours vivant d'ailleurs, et qui est devenu un bassiste extraordinaire, et qui est devenu très proche de Wimbish, qui est sur tous les morceaux de Sugar Hill, pour l'extension de la petite histoire. Donc, après l'idée du terrain vague, c'est arrivé, donc RLP me dit, écoute, tu payes ton billet, après là-bas, je peux te loger, et puis je t'inscris au championnat. Puis bon, bah génial. Il dit la même chose à Dimitri from Paris, sauf que Dimitri voulait pas participer au championnat, il n'était pas assez technique. Et finalement, j'arrive là-bas, je retrouve RLP, il me dit, bah écoute, je peux pas te loger, t'es pas inscrit au championnat, j'ai oublié de t'inscrire, mais t'inquiète pas, des fois je pourrais te prêter mon pass, comme ça tu pourras faire un petit tour en backstage. En backstage, Et c'est comme ça que je rencontre Bronx Style Bob, avec qui j'ai travaillé après, Africa Islam, qui dit, bah tiens, je vais te nommer, après 1 heure de conversation, il me dit, bon, bah je te nomme Zulu King. Merci pour le cadeau. Son contrepartie bizarre, hein. Quand même, ouais. Parce qu'à l'époque, c'est très lié, le hip-hop, avec la Zulu Nation. Ouais, pas que. Non, ça c'est un peu dilué, mais... Surtout, mais c'est vrai qu'à l'époque, la Zulu Nation est très prédominante dans le hip-hop. C'est quand même une espèce d'autorité, qui au fil du temps, c'est complètement... Les gardiens d'une philosophie, voilà. Un peu sectaire, parfois. Ça l'est devenu, mais ça ne l'était pas. Disons que ça l'était dans le sens où tu rentres pas dans la nation comme ça, quoi. Il y a quand même... t'es mis en observation. Et tu rentres comment? On a entendu des trucs, enfin bon, bref. Et on en parlera plus tard. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, nous, en plus, on l'a reçu comme ça. On l'a reçu avec Bombata. Donc pour nous, être hip-hop, c'était être Zulu au début, quoi. Tu vois, c'est ça. C'était comme ça. Effectivement, c'était pas codifié. Il fallait être cool. Mais on te demandait de pas faire ci, de pas faire ça. On te conseillait. Voilà. T'étais censé te comporter bien, mais bon... D'être non-violent. Quand on a commencé à en faire un truc où dire effectivement, fallait pas taguer, fallait pas truander dans le métro, tout ça, bon, bref, c'est devenu un peu gonflant, quoi. Bon, ça, c'est Queen Candy, hein. Mais... Non, mais enfin bon, même après, en tout cas, voilà, la Zulu Nation, donc... Là, les championnats, Et donc, je passe une semaine à New York, je ramène plein de disques, je vois plein de concerts. Je rentre avec une patate d'enfer. Je me suis dit, putain, il faut mettre l'accélérateur, quoi. Donc, il y a le terrain vague. J'y suis connu parce que j'y ai été des fois. Moi, je faisais les remplissages pour Webo. Lui, il faisait les contours, les remplissages. J'aimais toujours graffer. Et donc, je me dis, j'étais toujours coursier, je repère à Saint-Denis, à côté de la Plaine, un loueur de groupe électrogène qui était, c'est le moins cher que j'ai vu. Je dis, bon, ça peut être bon. J'ai fait la connaissance avec DJ Joe, qui me dit, ben moi, je peux ramener la sono, si tu veux. Donc, les 2 enceintes, l'ampli, et moi, je ramène les platines, la table de mixage et les bacs de disques. Tout ça sur mon scooter. Et puis voilà, on en fait une première, on passe tout par le mur, les gars qui sont là m'aident à brancher tout, paf, on met le groupe électrogène en route, et puis on fait la première. Il y a une photo d'ailleurs de cette première où on voit qu'il n'y a pas grand monde. De là, je me dis, on va faire des prospectus que je mets entre les disques de toutes les Fnac. Je demande à Sydney, donc moi avec RLP, j'en parle
dans l'émission. Et puis je demande à Ciné, qui avait une émission le samedi après-midi, d'en parler. Et puis petit à petit, ça rameute. Et puis beaucoup de gens du quartier aussi. Beaucoup de gens du quartier, plus des gens qui venaient de très loin. De très loin, ça peut être Mo, Sergi. Et du coup, c'était 2 francs l'entrée. Et c'est Kader et Majesty qui s'occupaient, avec un Kangol, de récupérer les 2 balles dès qu'il y en a un qui faisait le mur. Plutôt Hein? C'est pas Caisse plutôt qui récoltait l'argent, tout le temps qui sélectionnait l'entrée. Kader, Majesty. Après, peut-être qu'ils avaient un assistant. Ok. Et avec le recul, quand tu vois tout ça, comment c'est devenu mythique, le terrain, toute la symbolique. Et pareil, ça n'a pas duré longtemps. Non, c'était très peu de temps, très court. Hein. Très peu de temps, Ouais. mais quand tu vois comment ça a marqué les esprits, les gens, l'impact que ça a eu sur le graffiti français, parce qu'après, avec les bouquins de Chalfant, où il y avait beaucoup de graphes du terrain aussi. Ouais. La mythomanie que ça a développé aussi de tous ces gens qui avaient 8 ans et qui te juraient qu'ils y étaient. Quoi. C'est ça, aussi. Et qu'ils avaient découvert Ça le me rap fait avec marrer. Rapper's Delight aussi. Ouais, ça me fait Je pense que les gens ont tellement été abreuvés de ça, comme des trucs de Sydney, tu vois, et effectivement, moi, ils disent oui, moi je regardais Sydney, mais t'étais même pas né, connard. Donc je pense que des gens ont tellement été abreuvés de ça. T'avais encore ta tétine, quoi. Qui se l'accaparent, quoi, tu vois. Mais effectivement, ça a laissé un impact mythique. Quoi. Ouais. Le terrain, ça a duré jusqu'à novembre, où là, on a fait un brasero, parce qu'il faisait vraiment froid, avec des bouts de bois trouvés sur place. Comme dans le Bronx, quoi. Bah ouais, écoute, ça avait vraiment, de toute façon, c'était comme si c'était un truc dans un espace parallèle, quoi. Parce qu'il y avait le métro, les trains qui passaient en dessous, et puis on était vraiment tranquille. Il y avait juste un foyer de travailleurs à côté, donc ça les dérangeait pas. Puis le son n'était pas si fort que ça, de toute façon. Les flics sont venus une fois, mais c'était celui du commissariat de la rue de Tanger, donc le commissaire avec deux acolytes. Et ils voient un peu ce qui se passe, ils voient qu'il n'y a personne qui se défonce, il n'y a même pas des bières. C'est vrai qu'à l'époque, tout le monde était assez clean, quoi. Et, tout le monde était jeune aussi. Ouais, aussi. Ouais. Donc le commissaire, il dit bon, ça va les jeunes, hein, mais pas de bordel. Et bon, ça va, vous faites fuir les junkies, c'est déjà pas mal. Il y avait combien de personnes concrètement sur place ? Bah écoute, on va dire entre 50 et 70. Peut-être il y a eu le summum, c'était 100 personnes, mais comme le terrain était grand, il y en a qui graffaient dans un coin pendant que moi je mettais la musique, pendant que Johnny Go prenait le micro pour rapper avec Destroyman. C'était tout le monde était libre, et puis il y a ceux qui étaient passionnés de danse. Mais bon, c'était pas la fête, tout le monde a les bras en l'air. C'était plutôt tout le monde se regarde. Qu'est-ce qu'on va décrier à l'autre quand on va retourner au métro ? Ouais. Et après, très vite, il y a le Globo qui arrive aussi derrière. Alors, entre-temps, il y a le Rex. Le Rex, ouais. Donc, organisé par RLP. Et là, c'est l'hiver le plus froid depuis fort longtemps. Donc, il y a des congères partout, tu peux pas marcher sur les trottoirs, tu te pètes la gueule. Vraiment, c'était glacial. Et RLP, il organise 2 soirées pile à ce moment-là. Du coup, tous ceux qui seraient venus de loin, ils n'ont pas pu venir. Et du coup, c'était mort. Le seul truc qui était bien, c'est que c'était diffusé sur Radio 7 en même temps. Et puis après le Globo, ça se passe différemment. C'est que à l'époque, j'avais un pote qui travaillait dans un studio qui s'appelait le studio de la Madeleine. Donc moi, je bricolais des trucs. Je venais d'avoir une SP12, enfin qu'on me prêtait. C'est une autre boîte à rythme, hein, pour ceux qui savent pas. Celle avec laquelle Pete Rock a fait toutes ses prods, par exemple. Et donc un grain particulier. Et mémoire de sample quasiment ridicule. 5 secondes, ouais. Donc il fallait tout, d'où le style de rap aussi de l'époque, c'était très très dépouillé. Et j'entends dans le studio d'à côté du rap, et c'est Destroyman et Johnny Go. Et puis t'as Bernard Zachary qui sort du studio, qui fait et il sait pas que je suis Dynasty, il connaît de nom, mais il sait pas la tronche que j'ai. Et il n'a jamais été au terrain, enfin voilà, c'était... Du coup, Death, il sort aussi, il dit « Ah, Dynasty, qu'est-ce que tu fais là ?» et tout ça. Et c'est comme ça que je me retrouve. Ils me font écouter Égoïste et On le balance.
Et je leur dis, ouais, on le balance, il est bien, mais ça manque de scratch, quoi. Faudrait le... Ah bah vas-y, j'avais une platine à côté, on branche la platine, j'ai toujours quelques disques, puis j'avais un disque de Caldera, un groupe qui s'appelle Caldera, où l'intro, t'as une belle ligne de basse toute seule. Jazz Funk produit par Earth, Wind and Fire. C'est ça. Bravo. Ouais. Et du coup... Tu nous as pris pour qui? Avec quoi? Non mais, ça va le melon là. Et du coup, c'est comme ça qu'il y a une ligne de basse sur On le balance. Je fais tournons. En plus, je scratch plusieurs notes pour que ça fasse une vraie ligne de basse. Force de ce travail, Bernard Zecri, il me dit bon, je sais que t'attires pas beaucoup de monde, hein, parce qu'on était au courant du Rex. Truc super gentil, t'adores entendre ça. Et par contre, ça te dirait de faire une émission sur Radio Nova? Je dis bah oui. Et il me dit bon bah passe tel jour. On est à Radio Nova. On est dans les anciens. Ouais, je sais, bah ouais, j'ai reconnu. De Radio Nova. Sauf que je me rappelle, beaucoup changé. Je me rappelle pas que c'était aussi grand dans les sous-sols. Et aussi propre. Et en fait, au moins un, on n'y allait jamais. Hein, monter au 4e direct. Et sur la terrasse. C'est très dur de monter au 4e maintenant. Il faut vraiment avoir... Des problèmes avec le juridique. Faut être un VIP pour monter au 4e. Ouais, c'est... Petite parenthèse. Ouais. Donc, je fais une émission zéro, voilà, avec Martin Messonnier. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme-là. Alors, Martin Messonnier, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait on appelle de la world music. C'est ça, qui a développé la world music un peu en France. Qui était le manager de Fela à 16 ans, tu vois. Donc, et qui a produit des choses pour Amina aussi. Ouais, voilà. Amina Nabi, ouais. Sur lequel j'ai travaillé aussi. Ouais. Et en tout cas, donc, je fais une demi-heure. Bizot, il écoute, il valide. Jean-François Bizot, le patron d'Actuel. Je dis ça pour ceux qui ne savent pas. Non, mais il y a eu une émission précédente, la saison dernière, avec Bernard Zecri, justement, qui expliquait tout ça. Donc les gens iront regarder cette émission pour. Pourtant, j'ai entendu dire que Bizot n'était pas trop fan de rap. Hein. Il n'aimait pas trop le rap. Non, il n'y avait jamais eu de rap à Nova. C'est un sacré tournant, quand même, dans l'histoire du hip-hop en France, cette émission. D'ailleurs, on parle de Nova, tout ça, Zecri. À l'époque, il y avait le magazine Actuel. Et c'est l'un des premiers papiers qui a été fait sur les hip-hop français, où il y avait un portrait de toi, il y avait un portrait de Johnny Go et Destroymen. Ouais, et de Lionel D. Voilà, et qui avait été fait par Bernard Zecri à l'époque de l'Actuel. Bernard Zecri qui avait fait l'article sur la Zoom Nation, les gars du Bronx, en 92. Et tout ça. Ouais. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'à l'époque, c'était justement quand on parle de comment on était prêt à traverser tout Paris pour un truc, le moindre article, c'était un événement, quoi, tu vois. Donc, d'avoir un article dans un gros journal qui parle de figures underground d'un mouvement naissant auquel on prenait part, c'était mortel de trouver ça. C'était comme une victoire, déjà. Carrément. Les moindres petits trucs étaient des grandes victoires, quoi. Donc, voilà. Je suis bien d'accord. Mais à côté de ça, j'étais tombé sur un rock and folk qui fait un article sur Run DMC, parce que c'était quand même apprécié par les rockers. Et ils mettent une photo des Fat Boys. Non, mais tu sais, Rock'n'Folk, c'est très bien. À l'époque, il y a un mec qui s'appelait Philox, qui s'amusait à... alors, il y a eu deux motivations à Get Busy. Street Kid News, et ce genre de mec-là qui nous a motivés à leur répondre. Et donc, lui, il descendait tous les trucs de rap, et un jour, il a conclu par « De toute façon, j'aime pas le rap ». D'accord. Et je me dis, mais espèce de connard que t'es, quoi. Il avait dit sur Joe Star, sur NTM, avoir l'attitude avant de savoir rapper, un truc genre c'est comme avoir le vélo avant de savoir en faire, un truc comme ça. Ouais. Non, c'est un mec qui détestait le rap, et il se faisait un... Alors, mais c'est même pas lui le fautif. Pour moi, c'est le rédacteur en chef qui lui laissait faire des chroniques en sachant pertinemment qu'il les faisait juste pour se défouler, quoi. Ça montre aussi bien l'état d'esprit de peut-être la presse le directeur le vous laisse défouler sur le rap aussi. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait une vraie défiance de la presse rock envers le rap. Eux, ils nous détestaient, alors que nous, on s'en foutait. Oui, à la base. Oui, parce qu'on ne les lisait pas, nous, à la base. Aussi, c'est la réalité, quoi. Aussi. On ne les lisait pas. Mais donc... enfin, je trouve qu'à la limite, on était plus tolérants. Quelque part, ouais. C'est comme la house avec le rap. On était plus tolérants sur la house, ou c'est l'inverse? Non, je crois que c'est l'inverse. Je crois que c'est l'inverse. Ouais, je réfléchissais en même temps. La hausse, on appelait ça la bouse, tu vois. Donc, ouais, exactement. Ouais. Revenons à Nova. Parce que là, dans le truc vraiment mythique, c'est le Dynastyle sur Nova. Ouais.
Alors, du coup, je me retrouve comme j'avais fait déjà un disque, je venais de faire le disque pour Nova Scratch aussi. Voilà. Alors bah tiens, on va arrêter là et on va le passer. Il est cool. Il est sexy. Il est cool. Il est Sexy. Laissez-vous guider du début à la fin de ce disque. Nous vous indiquons clairement comment procéder pour poser la pointe de lecture. Commencez à entailler les disques. Donc tu arrives au Dynastal sur Nova. Ouais. Donc je nomme l'émission comme le disque. Ça s'appelle Dynastyle 1, en prévision qu'il y en aura un autre. Ce qui est arrivé d'ailleurs. Et du coup, je me retrouve avec une demi-heure par jour, du lundi au vendredi. Donc je fais des thématiques différentes, les nouveautés hip-hop, la go-go, les breakbeats, et puis la funk, parce qu'il y avait de la très bonne funk aussi à cette époque-là. Enfin, c'était la funk de cette époque-là, je l'appelle la funk désespérée, parce que c'est la plupart des groupes qui étaient sur des labels, ils se retrouvent sur des petits labels indés, ils sortent 200 exemplaires, et puis tu sens une espèce de... la New Jack est en train d'arriver derrière, enfin bon. En tout cas, j'ai cette émission, et de là, je rencontre Jacques Massadian, et les frères Buddy and Soul, qui sont devenus les Malka Family par la suite, et qui me disent « Ouais, on cherche un DJ, ça te dirait pour faire un truc, on n'a pas encore trouvé le nom. » Donc je leur dis « Bah ouais, bien sûr. Ouais, mais bon, on a l'impression que tu joues que du rap. » Alors ils viennent chez moi, comme si je passais une audition, puis ils voient les étagères et ils disent « Par exemple, en soul, tu jouerais quoi ?» Alors je sors Joe Quaterman, des trucs comme ça, quoi. Et là, ils disent « on te prend. » Mais peut-être qu'à un moment, dans le mix, on va passer du reggae. Donc il y a un gars je me rappelle plus son nom, qui était super gentil d'ailleurs, qui faisait une petite session reggae d'une demi-heure. Bob Marley? Lee Scratch Perry. Et puis ils me disent ouais, puis bon, on verra comment ça marche, mais nous on aimerait bien que tu joues surtout de la musique africaine, tout ça. En fait, ils voulaient faire un peu une bodega, quoi. Une grosse bodega, mais c'était un peu puis un peu de flamenco aussi, tu vois, qui ressemble à la programmation de Nova, en fait. Sauf que dès la première, comme je faisais beaucoup de promos dans mon émission, ça a été rempli de... Et puis c'est comme si on attendait tellement un endroit qui soit chez nous, que ça a tout de suite été rempli de b-boy et de fly girl. Enfin, il y a beaucoup de filles aussi. Et en quelques soirées, on se retrouve avec des Alaya qui vient avec ses mannequins. Voilà, ça devient... The place to be. Tu voulais dire quelque chose, peut-être? Non, je voulais dire qu'on va conclure cette première partie, parce que là, on arrive au moment où tout s'installe, vraiment. Radio Nova, le Globo, et après, dans la deuxième partie, on va aborder d'autres sujets. D'accord. Sur la suite de tout ça. On va peut-être parler de 2-3 trucs avant pour orienter les gens avant qu'on les retrouve. Un petit peu de bande dessinée et un petit peu de musique, je vais vous expliquer pourquoi après. Bayou Bastardies, donc c'est une bande dessinée en 3 volumes qui se passe ambiance Bayou, donc Nouvelle-Orléans, marécage, ambiance un peu sale, ambiance un peu drogue, ambiance un peu vaudou. Très très bien, très très cinématographique, super histoire. Et pour le coup, c'est accompagné d'un album qui donc mixe musique de la Nouvelle-Orléans, du bluegrass et puis également du hip-hop avec des rappeurs comme Samir Hamad par exemple. Voilà, c'est une super initiative, c'est surtout que la BD est vachement bien. Ça s'appelle Bayou Bastardies. Et puis on avait commencé la saison dernière en inaugurant cette série, présentant cette série qui était Wamono from A to Z, qui est donc de la musique funk, soul japonaise. Donc le premier volume, c'était
C'était du jazz funk. Le deuxième, c'était du funk un peu 70s. Le troisième vient de sortir, donc c'est plus du funk boogie. En gros, c'est du funk qu'on pourrait qualifier funk années 80. L'avantage, c'est que là, il y a des morceaux qui chantent en anglais, parce que les morceaux qui chantent en japonais, on comprend toujours pas grand-chose. Voilà. Et ben voilà, c'était Get Busy saison 4, épisode 1, l'épisode des Expandables. Un épisode qui est à suivre, donc on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, on ne change pas une équipe qui perd avec autant de panache.